politique de réduction des coûts, avait fourni des merguez de qualité douteuse et des cubitainers de vin rouge qui avaient le goût du regret. C'est précisément ce vin âpre et bon marché qui allait servir de catalyseur à l'explosion. Après 2 verres, les langues commencèrent à se délier. La culture d'entreprise, qui prône une forme d'authenticité de façade, une vulnérabilité performative, allait être confrontée à la véritable authenticité, celle qui est brute, non filtrée et souvent destructrice. Le cercle de partage se transforma rapidement en tribunal populaire. Ce fut JC qui ouvrit le bal, non par volonté de se confesser, mais par simple ivresse. Se vantant d'une prétendue levée de fonds imminente, il fut interrompu par Maeva. « Arrête ton charge ici », lança-t-elle, sa voix tranchante. « On sait tous que tu n'as pas signé un seul nouveau client en 6 mois. Le seul deal que tu as closé récemment, c'est avec ta banque pour un énième découvert. » Le silence qui suivit fut assourdissant. JC, le visage rouge, bafouilla une protestation. Mais la brèche était ouverte. Et tes succès sur LinkedIn enchaîna Fred. C'est du vent. On sait que tu payes une agence à Madagascar pour te créer des faux profils qui liquent tes posts. Poussé dans ses retranchements, JC craqua. L'alcool fit sauter le vernis du hustler pour révéler l'homme aux abois. Et alors, cria-t-il, se levant d'un bond. Vous croyez que c'est facile? De vendre du vent? De pitcher un concept que même moi je ne comprends pas? Je suis endetté jusqu'au cou. Ma voiture est une location longue durée que je ne peux plus payer. Je dois tout ça à ces idées à la con, dit-il en pointant un doigt accusateur vers Hugo. La confrontation, latente depuis des mois, éclata enfin. La dynamique dysfonctionnelle du duo, écho moderne de la relation entre Hervé et Jean-Claude, fut exposée au grand jour. « Mes idées à la con » rétorqua Hugo, blême de rage. « Si tu avais un 10e du talent de vendeur que tu prétends avoir, on ne serait pas là. C'est toi le problème, avec tes notes de frais délirantes et ton incapacité à conclure quoi que ce soit de concret. » « Ma faute? » ourla JC. « C'est toi qui as refusé d'investir dans un vrai service marketing. C'est toi qui chipotes sur le prix des stylos. On ne peut pas disrupter un marché avec des trombones et de la bonne volonté. Espèce de comptable frustré. Je ne suis pas un comptable. Je suis un manager. J'optimise. Tu n'optimises rien du tout. Tu étouffes l'entreprise. Tu es un avare, un petit, un syndicaliste de la radinerie. L'insulte, absurde et pourtant si juste, fit taire tout le monde. C'était la vérité nue de leur relation. L'un était un imposteur flamboyant, l'autre un gestionnaire médiocre et ping. Ensemble, ils avaient créé un monstre ingérable. Le feu crépitait, éclairant les visages décomposés. Fred et Maeva, restés à l'écart, en profitèrent pour vider leur sac sur l'ambiance de travail. Elles décrivirent le sexisme ordinaire, les blagues déplacées de JC, le management passif-agressif de Hugo, la culture du présentéisme déguisé en passion. Leur témoignage, livré d'une voix calme et factuelle, était encore plus dévastateur que l'explosion de colère des 2 fondateurs. Géraldine, qui n'avait pas touché un verre de vin, observait la scène avec un intérêt quasi scientifique. Elle hochait la tête, prenant des notes sur son carnet. Chaque aveu, chaque insulte, chaque larme était une donnée précieuse. Elle n'était pas là pour sauver l'entreprise, mais pour préparer sa liquidation. Ce cercle de partage était le meilleur audit qu'elle aurait pu espérer. Les employés, en pensant se libérer, étaient en train de signer leur propre lettre de licenciement. Léo, assis un peu en retrait, écoutait en silence. Il n'avait rien à dire. Il voyait simplement la confirmation de ce qu'il avait toujours su. Synergies Me n'était pas une entreprise, mais une illusion collective, une fiction entretenue par des acteurs qui avaient fini par croire à leurs propres mensonges. La soirée arrosée n'avait pas libéré une vérité cachée. Elle avait simplement mis en lumière le vide sur lequel tout était construit. L'authenticité, tant prônée par la culture startup, venait de se révéler être une arme de destruction massive. Le vernis avait craqué et la structure pourrie de l'intérieur s'effondrait sur elle-même. Partie 3. La chute. Chapitre 7. Le pivot final. Le retour à Paris fut sinistre. Le trajet en minibus se fit dans un silence de mort, lourd des non-dits et des aveux de la veille. L'air de la ruche, d'habitude saturé de l'énergie factice des discours de motivation, semblait vicié. Les pouces oranges paraissaient plus agressifs, les post-it sur les murs ressemblaient à des épitaphes. Le séminaire, censé ressouder l'équipe, avait agi comme un solvant, dissolvant les derniers semblants de cohésion. Géraldine ne laissa pas l'ambiance délétère s'installer. Le lendemain matin, à 9h précise, elle convoqua tout le monde pour une réunion d'urgence stratégique. Debout devant un écran blanc, elle prit la parole, son ton aussi neutre et tranchant qu'un scalpel. L'analyse des résultats du séminaire,
couplée à nos dernières projections financières, nous amène à une conclusion inévitable, commença-t-elle. Synergies Me doit opérer un pivot stratégique majeur pour assurer sa pérennité. Le mot pivot, habituellement utilisé pour décrire un changement de direction excitant, sonnait cette fois comme un euphémisme pour restructuration. C'était le langage aseptisé du monde de la tech, capable de transformer un licenciement de masse en une optimisation des ressources humaines. Les thèmes de la restriction budgétaire et de la démission, si centraux dans la satire du monde du travail de l'époque de la série originale, revenaient sous un nouveau vernis sémantique, mais avec la même brutalité sous-jacente. Ce pivot implique une réorganisation profonde de nos équipes, continua Géraldine. Nous allons nous recentrer sur notre cœur de métier et abandonner les projets non essentiels. Cela signifie, malheureusement, que nous allons devoir nous séparer de certains de nos collaborateurs. La vague de licenciements commença 1 heure plus tard. Ce ne furent pas des entretiens, mais des exécutions. Chaque personne convoquée dans le bureau de Géraldine en ressortait 10 minutes plus tard, le visage défait, un carton à la main. La procédure était d'une efficacité redoutable, déshumanisée. Les arguments étaient imparables, basés sur les KPIs et les métriques de performance que Géraldine avait si méticuleusement collectées. Hugo, dans une tentative pathétique de justifier son titre de Chief Happiness Officer, tenta de mettre en place une cellule d'écoute et de résilience pour les employés licenciés. Il s'installa dans la chill zone avec une boîte de mouchoirs et un bol de bonbons. Personne ne vint le voir. Son initiative, censée apporter du réconfort, ne fit que souligner son inutilité et sa déconnexion totale de la réalité. Il était le symbole vivant d'une fonction managériale qui n'existe que lorsque tout va bien et qui se révèle être une imposture grotesque en temps de crise. JC, étrangement, fut épargné lors de la première vague. Géraldine avait encore besoin de lui pour maintenir une façade auprès des derniers clients. Il errait dans l'open space à moitié vide, essayant de projeter une confiance qu'il n'avait plus. Son arrogance avait laissé place à une anxiété palpable. Il était un roi sans royaume, un vendeur sans produit, un visionnaire face au vide. L'atmosphère au bureau était devenue glaciale. Les survivants se regardaient avec méfiance, se demandant qui serait le prochain. La collaboration déjà faible avait totalement disparu, remplacée par une stratégie de survie individuelle. La ruche n'était plus une ruche, mais un champ de bataille après la défaite, où les rescapés comptaient leur mort en attendant le coup de grâce. Le pivot final n'était pas une réorientation stratégique. C'était le démantèlement méthodique et clinique de l'illusion qui avait été Synergize Me. Chapitre 8. Les rats quittant le navire. La chute, une fois amorcée, fut rapide. L'entreprise se vidait jour après jour, non seulement à cause des licenciements de Géraldine, mais aussi à cause des démissions de ceux qui avaient compris que le navire était en train de couler. Fred fut la première à partir. Avec son pragmatisme habituel, elle avait mis à jour son profil LinkedIn pendant le séminaire et avait passé 2 entretiens par téléphone depuis les toilettes du gîte. Elle annonça sa démission à Géraldine avec un sourire en coin. « Je vous laisse à votre pivot, dit-elle. J'ai trouvé une boîte qui pivote un peu moins et qui paie un peu plus. » Elle partit sans un regard en arrière, ayant déjà mentalement tourné la page. Son nouveau poste était tout aussi précaire, dans une autre start-up aux promesses tout aussi grandioses, mais pour l'instant c'était un nouveau départ. Maeva, elle, prit une décision plus radicale. Le cynisme qui lui avait servi d'armure s'était mué en un profond dégoût pour le monde de la tech. L'expérience Synergize Me l'avait vaccinée à vie contre le jargon creux et les ambitions démesurées. Elle démissionna pour s'inscrire en master de littérature médiévale à la Sorbonne. « Je préfère étudier des textes morts qui ont du sens plutôt que de produire du contenu vivant qui n'en a aucun », expliqua T.L. à Fred lors de son pot de départ. C'était une fuite, mais une fuite vers quelque chose de tangible et de réel. JC, sentant les taux se resserrer, tenta un dernier coup de poker. Il essaya de monter une arnaque, un partenariat bidon avec une fausse société qu'il avait créée, espérant détourner les derniers fonds de l'entreprise. Mais il n'avait plus la flamme. Son bluff était maladroit, ses mensonges transparents. Géraldine, qui surveillait les comptes comme un faucon, démasqua la supercherie en moins d'une journée. Elle ne le licencia même pas. Elle le convoqua, lui présenta les preuves de sa tentative de fraude et lui fit signer une reconnaissance de dette pour les notes de frais abusives qu'il avait accumulées depuis 2 ans. L'humiliation fut totale. JC quitta le bureau, non pas en hustler, mais en homme brisé, dépouillé de sa dernière illusion, celle de sa propre habileté. Hugo, quant à lui, assista à la débâcle avec une terreur croissante. Il comprit qu'une fois que tous les autres seraient partis,
Son poste de Chief Happiness Officer, déjà absurde, deviendrait indéfendable. Il serait le dernier fusible à sauter. Prenant les devants, il posa sa démission